D'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, encore un père qui assassine ses 2 enfants. Tout le Québec est sous le choc. Caméra cachée dans la salle de bain, un beau-père pervers se retrouve en cellule. Et qu'arrive-t-il à la chanteuse Adèle? Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô Florence. On débute notre revue de l'actualité avec une tragédie sans nom, celle de Notre-Dame-des-Prairies, qu'on ne peut pas passer sous silence. Le Québec est vraiment en deuil, c'est le cas de le dire. Un père de famille du nom de Yannick Lamontagne, 46 ans, a tué ses deux enfants samedi après-midi, 26 août. Il a tué ses 2 fils jumeaux du nom d'Antoine et Tristan, qui étaient âgés de 3 ans et demi, et il s'est donné la mort par la suite. Les corps ont été retrouvés dans une résidence de Notre-Dame-des Prairies le 26 août dernier. Et ce double meurtre, Jean-François, s'ajoute à la longue liste d'infanticides. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi un infilicide, excusez-moi. C'est l'homicide volontaire ou involontaire d'un ou de plusieurs enfants par un ou ses parents. Donc, c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Et pour vous démontrer la gravité de la situation, entre 2011 et 2020 au Québec, il y a eu 56 enfants qui ont été assassinés par un de leurs parents. Donc, c'est beaucoup. Et là, on a un nouveau cas qui s'est ajouté malheureusement cette fin de semaine, 2 enfants. Et dans le cas de la famille Lamontagne, le père du nom de Yannick était vraiment un homme sans histoire. C'est ce qui ressort dans ce cas-là. Un expert en informatique de Lanaudière. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était dans une relation de couple assez houleuse avec son ex-conjointe. Il semblait pas accepter la séparation avec elle, qui est la mère de ses 2 enfants. Ce qu'on a appris, c'est qu'il avait mis des micros chez elle, placé un GPS sous le véhicule. Donc, on peut comprendre qu'il exerçait encore son emprise sur elle. Il voulait voir ce qu'elle faisait, où elle allait. Et quand son ex-conjointe a découvert ça, a découvert le GPS, les caméras, elle a décidé d'appeler la police. Et les policiers sont allés arrêter M. Lamontagne, l'ont amené au poste de police, lui ont lu ses droits, donné une promesse de comparaître. Et ensuite, ils l'ont relâché. Tout ça s'est passé 2 jours avant les événements. Et vous connaissez la suite. Et cette tragédie-là s'ancre vraiment dans un contexte de violence conjugale parce que le harcèlement et l'espionnage, selon le gouvernement du Québec, quand on le lit, c'est de la violence conjugale. Souvent, on pense, Jean-François, que c'est de la violence, il faut que ce soit physique, c'est fait frapper ou quoi que ce soit, mais le harcèlement, l'espionnage, ça fait partie de la violence conjugale. Et là, tout ça, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est pourquoi il a fait ça? Tout semble être un peu une vengeance. Selon un proche du présumé meurtrier nommé Patrick Boucher, Lamontagne allait mal depuis sa séparation. Mais ce qui aurait vraiment empiré son cas, c'est le fait d'avoir été arrêté par les policiers. En plus, devant ses enfants, il se serait senti vraiment humilié. Mais écoute, là, personne n'a la science infuse, je pense, dans ce cas-là. Il y a des hypothèses. Tout le monde se pose des questions. Ouais, puis de toute façon... On le saura jamais. On le saura jamais, mais tu sais, dépression, arrestation, séparation, c'est probablement une cause de tout ça. Là. Puis on n'était pas dans leur ménage, puis on sait pas ce qui se passait avec son ex-conjointe. Mais malgré tout ça, il n'y a rien qui justifie de s'en prendre à ses enfants. Rien. Il n'y a rien d'assez grave sur la planète qui a été trompé, qui a été arrêté. Tes enfants n'ont pas rapport là-dedans. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Je l'ai dit tout à l'heure, on te met ton enfant dans les bras à l'hôpital, puis il y a un lien qui se crée automatiquement. Puis moi, à chaque fois, je me dis, ce gars-là doit avoir vécu la même chose que moi. Il y a 3 ans et demi, quand il les a eus, là, il devait les aimer... plus que tout. Comment t'en arrives à faire ça? Comment tu y penses? Que tu t'es fait un plan, là? Puis après ça, comment tu passes à l'acte? Ça me dépasse. Ouais, on n'imagine totalement. Pas Je réussis pas à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces personnes-là. Puis des fois, je me dis, ça se peut-tu ça soit incompréhensible? Ça se peut-tu qui est tilté pendant un certain temps, même si tantôt j'ai parlé avec le docteur Léveillé, là, qui est spécialisé dans ce genre de cas-là, puis qui me disait que dans son cas, il était en contact avec la réalité. Là. Fait que c'est d'une tristesse fou, et ces 2 enfants-là de 3 ans et demi ne méritaient pas ça. Il n'y a personne qui mérite ça, là, mais eux autres, ils ne méritaient pas ça. Puis de penser, à 3 ans et demi, là, vous regarderez n'importe quel enfant entre 2 et 5 ans, là, il fait confiance à ses parents aveuglément. Là.
T'es capable de monter là, saute en bas de là, mange ça, tu vas voir, c'est bon. Fait qu'ils ont fait confiance jusqu'à la dernière minute, là. C'est ça. On n'imagine pas la douleur de la mère. Ah, c'est épouvantable. C'est vraiment terrible. Et Jean-François, ça fait beaucoup d'infélicités dans l'espace de peu de temps. Je l'ai mentionné dans la province. Et ce qui retient mon attention à chaque fois, c'est vraiment les réactions des proches, amis de la famille, qui semblent souvent jamais avoir vu, jamais remarqué un signe de détresse, ou souvent après s'expriment dans les médias disant qu'ils regrettent de ne pas avoir écouté certains signes avant-coureurs. Et il y a un ami du présumé meurtrier nommé Patrick Boucher qui disait à la suite des événements, pas avoir voulu croire quand il a appris cette nouvelle-là. Il a confié au journal qu'il savait que son ami allait pas bien, il était en dépression et qu'il l'avait appelé la veille du meurtre pour le voir. Mais Yannick Lamontagne lui avait répondu qu'il pouvait pas. Et lui, il s'est dit, il a pas poussé. Et comme l'a rapporté le journal de Montréal, Yannick Lamontagne aurait souffert d'une dépression sévère. Mais selon son ami Patrick Boucher, il disait, Yannick Lamontagne, même s'il allait pas bien, moi, il me parlait de ses projets pour le futur, des trucs qu'il voulait faire avec ses enfants, prenait des médicaments pour aller mieux, souhaitait rénover sa maison, installer une piscine pour ses enfants. Il dit, jamais j'aurais pu me douter qu'il aurait pu aller jusque-là. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut pas oublier une chose, c'est facile d'analyser une situation comme ça après les faits, mais ça reste quelque chose d'inimaginable, comme tu l'as dit. Et est-ce qu'on peut vraiment blâmer les proches dans une situation comme ça de ne pas en avoir fait assez? Ben non, c'est sûr que non. À la limite, là, mettons que je connais ce gars-là, puis il me dit en fin de semaine, j'ai mes enfants, ce que je me dirais, c'est ça va y faire du bien. C'est ça que je me dirais. Je me dirais pas, oh mon Dieu, il va-tu passer à l'acte puis les tuer? Ça se peut pas que tu penses... Écoute, ça se peut pas que tu penses comme ça. Là, si on se met à penser comme ça tout le temps, chaque fois que quelqu'un a une séparation ou une dépression, au contraire, tu te dis, il va se regrounder. Ça, c'est vrai, c'est tangible. C'est de l'amour pur des enfants. Ouais. Fait qu'on peut pas blâmer l'entourage pour ce qui est arrivé. Il y a une personne à blâmer seulement, puis c'est le père. Il y a pas... Comme j'ai dit tantôt, il n'y en a pas de bonne raison. Fait que cherchons-en pas. Il n'y en a pas. Filmé à son insu, un homme a été condamné à 1 an de prison pour avoir filmé secrètement sa belle-fille mineure nue dans la salle de bain. Le juge Serge Simon a souligné que ce genre de crime ne doit pas être minimisé et que des sanctions sévères attendent ceux qui pourraient être tentés de faire de même. L'accusé, qui est âgé de 56 ans, avait filmé la jeune fille de 16 ans à plusieurs reprises entre 2017 et 2019. Et ça, c'était arrivé les premières fois qu'il l'a fait. Il n'a pas été pris. En fait, il avait été pris par sa conjointe au moment des faits, mais il n'était rien arrivé et il a continué son comportement criminel malgré certains avertissements aussi qu'il avait eus. Et le juge a noté que la société a la responsabilité de protéger les enfants et que l'accusé dans ce cadre-là était un adulte, avait responsabilité sur sa belle-fille et qui n'a pas rempli son devoir dans ce cas-là. Donc, le juge a rappelé ça parce que c'est pas une sorte de crime qu'on voit souvent, mais c'est bien de rappeler que le beau-père était en position d'autorité. Carrément. Ben oui. Je te dis que ça ne fait pas passer pour les hommes là, dans ton 24 heures. C'est 24 minutes. C'est pas 2 gestes très glorifiants de suite. 1 an, tant qu'à moi, il est chanceux. Ça, c'est la première des choses. Là, je comprends que sa conjointe savait qu'il avait déjà filmé... la fillette de 16 ans. Puis... Oui, puis c'est elle qui l'a pris, qui a fait dans le cellulaire. Le premier coup, elle n'a rien fait avec ça? Selon l'acte un peu, je pense que ça avait pas été amené en cours à ce moment-là. Ensuite, je pense que ça avait été su. Là, il y avait eu certains avertissements. Et là, c'est sa conjointe qui a trouvé dans la dernière fois les photos et qui a dit là, ça n'a pas de bon sens. Là. En tout cas, j'espère que, parce que si ça y a pris 2-3 fois à avoir des photos puis des vidéos avant d'agir, pas mieux, là. Mm-hmm. Écoute, ça se fait juste pas. Tant mieux s'il s'est fait prendre et j'espère, parce que, tu sais, maintenant, on se le dit-tu que c'est tellement facile, là, de se procurer une caméra, même plus besoin de passer de filage, là. Tout est wireless, là, aujourd'hui, là. Mm-hmm. Tout est sans fil. Fait que, je veux dire, ce genre de situation-là, il faut passer le message que ça n'a pas le droit d'arriver en société. Là. Mm-hmm. L'accusé a plaidé coupable de voyeurisme dans ce dossier-là, mais les accusations de possession et de production de pornographie juvénile ont été retirées.
ce qui fait assez réagir dans ce contexte-là parce qu'il y avait les vidéos dans son téléphone. Et il a tenté de minimiser ses actes, le beau-père, en blâmant la victime et en prétendant qu'elle avait adopté un comportement provoquant en ne fermant pas le rideau de la salle de bain. Je suis désolée, mais dans l'acte, ça le dit bien là, que c'est lui qui a filmé, même des fois au travers de la petite fenêtre de la porte, ce qui est complètement insensé. Là. Il n'y a pas de doute que c'est elle qui avait provoqué ou fait quoi que ce soit. Puis je vous le rappelle, là, elle avait 16 ans au moment des faits. Et je le rappelle, le juge a souligné que l'accusé était le seul responsable de ces actes et que l'absolution était hors de question. Donc, 12 mois de prison pour ce beau-père qui a filmé sa belle-fille. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. L'incendie majeur qui a coûté la vie à 7 personnes en mars dernier dans le Vieux-Montréal a été allumé par une main criminelle. C'est ce qu'a confirmé les autorités policières dans un point de presse. La reconstitution des événements avait révélé qu'au total, 22 personnes étaient présentes dans l'immeuble au moment du déclenchement de l'incendie. 6 personnes en sont sorties indemnes, 9 ont été blessées et transportées à l'hôpital et 7 ont malheureusement perdu la vie à l'intérieur du bâtiment. Depuis la tragédie, tous les efforts du SPVM se concentrent sur la recherche de la cause et des circonstances entourant l'incendie. Aujourd'hui, suivant plusieurs résultats d'analyse recueillis jusqu'ici, le module des incendies criminels et explosifs du SPVM est en mesure de confirmer que la cause accidentelle est maintenant écartée. Nous parlons donc désormais d'une enquête criminelle. Donc, ça fait plusieurs mois que les familles, surtout des victimes, attendaient des réponses à essayer de voir comment ce feu-là a débuté. Et vous venez d'entendre le David Shane, inspecteur au SPVM. Et ce qui a été confirmé, c'est que c'était vraiment... S'il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un qui a mis le feu à la bâtisse. C'est de l'accélérant qui aurait été utilisé par le ou les incendiaires au moment du crime. Je vous rappelle les événements. L'incendie majeur a complètement détruit l'édifice patrimonial en mars dernier, qui est situé là, sur la place Diouville à Montréal. Plusieurs résidents du bâtiment qui abritaient là, de nombreux appartements de type Airbnb ont vraiment vécu l'horreur où 7 personnes en sont décédées. Le feu s'était vraiment là, rapidement propagé à l'ensemble de l'immeuble et il y a certains locataires d'Airbnb surtout, qui sont restés coincés au cœur du feu, au cœur du brasier. Ils étaient incapables de s'enfuir, sachant que l'horreur était venue. Pourquoi? Parce que la bâtisse était non conforme. Il y en a beaucoup qui étaient pris dans une pièce parce que le feu était de l'autre côté de la porte et dans les pièces, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, c'était impossible de s'enfuir, ce qui est complètement non conforme. Il y avait aussi pas de séparation de coupe-feu, des escaliers de secours non conformes. Donc, le feu s'est rapidement là, propagé partout dans l'immeuble. Ben écoute, ce point de presse-là a eu lieu à 15h, là, donc au moment où je commençais l'émission, fait que je suis pas au courant de tous les détails, mais tant mieux si on fait la lumière là-dessus. Surtout si c'est criminel. Je sais ça pas change si complètement l'enquête pour les policiers. Ça n'empêche pas que le bâtiment n'était pas conforme. Ça n'empêche pas que tu étais dans un appartement, tu es supposé avoir au moins une fenêtre, même si c'est pas considéré, je pense, comme un accès de secours. Là. Reste qu'il y a quand même des règles à respecter. Mais si ça a été criminel, il faut qu'on trouve la personne. Hâte de voir la suite pour voir s'ils ont des vidéos, quelqu'un qui aurait pu passer ce soir-là. On sait que maintenant, pardon, à chaque coin de rue, là, il y a des caméras. Donc, on va suivre ce dossier-là de près. C'est combien de victimes? Déjà 7. Ça va vraiment changer la énorme, tournure de l'enquête pour les policiers de savoir que là, on recherche un meurtrier. Et je vais vous rappeler ce qui est arrivé à l'une des victimes de l'incendie qui avait vraiment, là, c'est l'histoire qui avait été le plus suivie. Charlie Lacroix, 18 ans. C'est une jeune femme qui avait communiqué avec le 911 quand l'incendie faisait rage. Elle était dans une habitation de type Airbnb qu'elle avait louée à la place Diouville. Et dans l'appel 911, on l'entend dire de supplier de venir la chercher, sachant qu'elle était complètement prise, il n'y avait pas de fenêtre. La chambre où elle était sans fenêtre, comme je l'ai mentionné. Et c'était une pièce d'Airbnb qui était non conforme. Et dans son cas, ça avait pris 12 jours avant que son corps soit extirpé des décombres. Son grand-père avait fait beaucoup d'entrevues dans les médias déplorant la situation, exprimant sa peine. Et il s'est entretenu tantôt, juste après le point de presse, avec Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles. Donc, vous allez entendre là, le grand-père de Charlie, Thierry Lacroix.
que ce soit criminel n'est pas étonnant compte tenu de, j'ai pas peur de le dire, de la réputation plutôt véreuse de l'avocat propriétaire de l'édifice. On s'entend pour dire que vous n'accusez personne aujourd'hui, mais vous vous basez sur ce que vous avez pu lire et entendre. Là. Exact. Et je trouve ça vraiment... Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que des vies, d'innocentes vies, ont dû payer le prix de leur vie pour ça. Dont celle de Charlie. Et Charlie se trouvait d'ailleurs dans une chambre où il n'y avait même pas de fenêtre. Les issues étaient particulièrement difficiles. Alors, criminel ou pas, ça serait arrivé. Charlie n'aurait pas pu sortir de l'édifice. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça a pris 12 jours, parce qu'on a ratissé les lieux, puis ça a peut-être justement permis de découvrir des éléments là, qui vont mener à l'arrestation. En tout cas, des éléments qui là, confirment que finalement, c'est demain criminel. Mais il a bien dit, criminel ou pas, ce serait arrivé. L'édifice n'était pas conforme. Là. Non, mais s'il n'y avait pas eu d'incendie, il n'y avait pas avoir de fenêtre, elle ne serait pas morte. Oui, c'est à cause de l'incendie. Oui, après ça, il y a d'autres causes, mais tout ça pour dire que ça a été long. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça nous permet de découvrir justement des choses qu'on n'aurait pas appris si on aurait tout foutu le bâtiment à terre rapidement pour trouver les corps dans les décombres. Là. Peut-être que oui aussi, là, mais peut-être que ça nous a permis justement de mettre la main sur des réponses à nos questions. À ce jour, il n'y a aucune arrestation encore qui a été effectuée dans le dossier. Et le grand-père de Charlie Lacroix, comme d'autres familles, souhaite que les procédures judiciaires aillent jusqu'au bout, là, en sachant que c'est de nature criminelle. Il y en a beaucoup qui ont plus espoir que les policiers vont prendre ça plus au sérieux, mais vont vraiment, sachant qu'on recherche là, quelqu'un carrément qui a mis le feu, aller plus au bout de ça pour savoir pourquoi, qui a fait ça. Et je termine en tout cas, avec le point de presse aujourd'hui, ça n'avait pas l'air à la légère. Là. Non, ça avait l'air très sérieux, puis il avait l'air de prendre ça bien au sérieux. Et le propriétaire du bâtiment dans tout ça, qui a été ravagé par l'incendie, avait reçu plusieurs avis d'infraction du Service de sécurité incendie de Montréal depuis son achat en 2009, mais ça n'a quand même pas empêché d'avoir des Airbnb dans tout ça, avec des places non conformes qu'on pouvait louer. Et cet incendie-là du Vieux-Montréal, il y a eu 7 victimes. C'était le plus meurtrier des 48 dernières années dans la métropole. Et Airbnb, dans tout ça, a toujours refusé de répondre aux questions. Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s'étaient beaucoup relancé la balle dans le dossier. Finalement, Québec avait promis en juin de serrer la vis aux plateformes de location comme Airbnb en imposant des amendes. Mais Radio-Canada nous avait appris fin juillet dernier que le nombre d'annonces sur Airbnb, malgré Québec qui resserrait la vis, était en hausse et que même certains autres sont de plus en plus créatifs dans leur façon de contourner la loi. Comme par exemple, il y a une nouvelle législation qui dit que tous les annonceurs doivent afficher leur numéro de certification touristique, mais il y en a encore qui le font pas. Donc, je pense que ça va vraiment être un dossier à suivre cet automne parce que c'est loin d'être réglé, là, Airbnb et tous ces logements-là qui non conformes. Pour avoir déjà loué avec Airbnb, c'est pas la première chose que tu regardes, le certificat de conformité. Là. On regarde l'emplacement, on regarde l'état de la maison. Puis il n'y a rien qui nous assure que, comparativement à un hôtel où logiquement il y a des règles à respecter, il n'y a rien qui nous assure que tout est conforme. Donc c'est à nous aussi d'être vigilants. Là. Ouais. Puis je blâme pas les gens qui sont allés dans ces appartements-là, là, mais reste qu'à l'avenir, assurez-vous que tout est sécuritaire pour vous et votre famille. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Sujet plus léger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'enseignante canadienne transsexuelle du nom de Kyla Lemieux qui avait suscité la controverse à l'école Oakville Trafalgar High en début 2023. Ça, c'est en Ontario. A pris des photos la montrant en classe de menuiserie parce qu'elle est professeure de menuiserie, portant des faux seins de taille Z complètement disproportionnés. Ça avait circulé, là, les photos, les vidéos, partout sur les réseaux sociaux. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Des fois, on fait des blagues en disant « c'est gros comme des melons d'eau ». C'est des melons d'eau, là, mais c'est pas ses vrais seins. Là, fait qu'on n'est pas en train de rire d'elle. Là. Exactement. Elle fait exprès pour... C'est pas des faux seins mis par une opération d'augmentation mammaire. C'est vraiment des faux seins. Je sais pas c'est quoi en dessous, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut enlever. C'est des le faux soir, puis le mettre seins. sur un sport. Là. Donc, des faux seins. Un bon sport, par exemple. Ça prend...
un support en métal. Ouais, j'essayais d'imaginer la plastique. taille dans ma tête, mais c'est vraiment, ça doit vraiment être lourd. Écoute, Jean-François, ça avait créé un tollé. Les photos circulaient partout sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, on pouvait voir des vidéos de l'enseignante qui montrait aux élèves comment couper une planche de bois en plein cours de menuiserie, mais elle avait de la difficulté à couper la planche à cause de ses gros seins. Et la nouvelle, là, avant que les gens s'offusquent, c'est pas le fait qu'elle est transgenre. Là. Non, aucunement. Transsexuelle, ça n'a pas rapport dans la nouvelle. Là. C'est le fait qu'elle abuse. Là. Non, exactement. C'est des parents, en fait, qui avaient vraiment aussi critiqué l'école, disant comment vous n'avez pas imposé un code de vestimentaire plus strict à l'enseignante, comment elle peut enseigner comme ça. C'est complètement déconcentrant pour mon jeune enfant de secondaire 1 ou 2 qui... C'est difficile de regarder autre chose. Là. Surtout que, je sais pas, la prothèse est faite comment, là, mais... ça pointe aussi là, dans le bas de tout ça. Là. Fait que... Et les photos, les vidéos qui circulaient vraiment partout, ça avait fait vraiment un gros cas en début de l'année 2023. Ça avait même amené des menaces de bombes et de tirs contre l'école. Ça avait vraiment été un gros cas. Et l'enseignante, Kayla Lemieux, était partie de son poste par la suite. On n'a jamais vraiment su si c'était sa décision, si c'était celle de l'école. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'elle est de retour... Excusez-moi, elle est de retour à l'enseignement, encore avec ses énormes faux seins dans une école voisine, à environ 30 km de l'ancienne, c'est quand même assez proche. Et la nouvelle école où elle travaille a déjà adopté des mesures de sécurité supplémentaires pour plus de sécurité quand on compare à ce qui était arrivé dans l'ancienne école où il y avait des alertes à la bombe, comme je l'ai dit. Tu es en train de me dire que la nouvelle école l'a engagé sans lui... Je veux dire, je ne peux pas croire qu'il n'était pas au courant du dossier. Là. C'était dans... on est au courant ici au Québec. Fait qu'imagine en Ontario, là, logiquement, tu reconnais là, cette personne-là. Et ils n'ont pas dit, c'est correct qu'elle revienne enseigner. Là, mais tu dis, bon, tu reviens enseigner, mais là, tu m'enlèves ça, cette prothèse-là. Là. Tu enseignes, voici tes barèmes pour t'habiller. Là. Je peux pas croire qu'on lui a donné carte blanche, puis on dit, oui, il revient, il n'y a pas de problème, puis ça fera scandale à nouveau. Oui, mais ce que j'ai compris dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment un peu le comité de parents qui gère un peu les genres de plaintes puis tout ça, disant on peut pas l'empêcher de s'habiller comme elle veut. Elle a quand même les compétences, elle a un diplôme, c'est une professeure de menuiserie, on est en pénurie. Mais là, c'est pas de l'habillement, là, c'est une prothèse. Non, ben c'est ça. Ce qui est cocasse un peu dans le dossier, c'est que l'enseignante a déjà affirmé en entrevue au New York Post que ses seins étaient des vrais, même après avoir été photographiée en train de quitter sa maison sans ses faux seins. Elle avait affirmé, je cite, « Je ne porte pas de prothèse mammaire, celles-ci sont réelles ». Elle avait aussi affirmé qu'elle avait jamais reçu de diagnostic formel, officiel de son médecin, mais qu'il lui avait déjà dit qu'elle souffrait de gigantomastie, ce qui est une genre de maladie qui supposément aurait tellement d'estrogène que ça ferait... ça créerait je des comprends énormes très seins. bien. Là. Mais on a beaucoup de doutes. Mais là, à un moment donné, que quelqu'un tranche, là, faisons-la voir par un médecin, puis on va savoir assez vite si c'est une prothèse. Si jamais c'est ses vrais seins, puis qu'elle souffre d'une maladie, le dossier est complètement différent. Il faut respecter le fait qu'elle est faite comme ça. Mais si c'est une prothèse puis qu'elle s'amuse à provoquer, elle n'a pas sa place dans une école. C'est assez délicat ça va dans être le quoi dossier. la prochaine fois? Un gars va avoir un long pénis qui va descendre le long de la jambe puis qui va descendre dans le bas de son pantalon. Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des règles à respecter si on veut être enseignant dans une école. Si c'est ses vrais seins, fine. Sinon, pas le droit. Parce qu'on imagine des jeunes enfants c'est certains là, qui prennent ça en photo, mettent ça sur les réseaux. Non, mais ça déconcentre. Fait des clics, ça déconcentre. Mais ce que je disais, c'est que le comité de parents a l'air assez frileux sur le sujet, disant on veut pas aller dans sa vie privée, on veut pas l'empêcher. Elle arrive avec des gros seins. On marche un peu sur des œufs. J'ai hâte de voir où le dossier va aller parce que là, elle vient tout juste d'être engagée dans une nouvelle école, mais on imagine que ça va encore se propager partout. Là. Ça va circuler encore et encore. Ben oui. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Je me demande. Là, porter ça à tous les jours, ça doit faire des méchants maux de dos. Pour avoir de l'attention, faut quand même vouloir... On manque de profs, puis c'est vrai. Hein? On va se le dire. Alors, c'était Tout savoir en 24 minutes. Un gros merci, Florence. Merci.